Bonsoir à tous et à toutes. Donc, j'espère que vous me recevez très bien. Super. Tout de même, s'il y a des problèmes au niveau de la réception, vous pouvez toutefois écrire dans le chat s'il y a lieu de faire une certaine configuration à notre niveau, on le fera. Donc, on se retrouve pour un quatrième webinaire où on va parler aujourd'hui de phishing, de spear phishing, détection et contre-jeu. Donc, déjà, avant d'aller dans le vif de la présentation, il faudrait quand même souligner le cadre dans lequel s'inscrit cette présentation. Pour le premier webinaire qui a été initié, qui a été présidé, animé par M. David Ezekiel, analyste cybersécurité junior, où il parlait d'attaque informatique, classification, contre-mesure. Il y a eu plusieurs intervenants qui ont su poser des questions, qui ont voulu quand même qu'on aborde, qu'on réserve un webinaire pour parler carrément du phishing et du spear phishing. On va dire que c'est dans cette perspective-là que s'inscrit cette présentation. Voilà, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Charlie Adossou, je suis analyste cybersécurité au BC7. Donc, on va parler brièvement du BC7, on va réserver 2 à 3 minutes pour parler du BC7. Donc, déjà, pour les précédentes présentations, on avait l'habitude de parler que de l'ANSSI, de l'agence. Aujourd'hui, précisément, on va s'accentuer que sur l'équipe du BC7. Donc, le BC7, c'est l'équipe gouvernementale de réponse aux incidents de sécurité informatique. Donc, c'est une équipe qui a été institutionnalisée sous la DOPES. Donc, la DOPES, c'est la direction des opérations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le BC7 était opérationnel depuis septembre 2017, donc il y a 3 ans de cela. Donc, le BC7 a pour principale mission déjà de répondre aux incidents de sécurité informatique. Donc, vu qu'on est en CERT, on se doit quand même pour première mission, une mission primordiale, la réponse aux incidents. Et les constituants, c'est déjà les institutions gouvernementales, après les opérateurs d'importance vitale, et puis le cyberespace béninois, que ce soit une institution, qu'elle soit privée ou publique, qui a quand même besoin des ressources du BC7 pour répondre à un incident de sécurité informatique. Donc, à présent, on va parler des différents rôles du BC7. Donc, premier rôle, c'est déjà répondre aux incidents de sécurité informatique. Après, assurer la sécurisation du cyberespace béninois. S'ensuit, assurer la veille de sécurité informatique et puis lutter contre la cybercriminalité avec le CRC. Donc, le BC7, c'est en quelque sorte l'assistance technique pour le CRC. Le CRC, pour ceux qui ne savent pas, peut-être c'est l'Office central de répression de la cybercriminalité. Voilà, donc les autres attributions du BC7, déjà le développement des capacités, ce qu'on fait souvent, c'est nous entraîner sur des CTF. Les CTF, c'est des concours en ligne pour relever le niveau, pour avoir quand même une certaine renommée dans la sous-région. Donc, la coopération avec les autres CTF. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le BC7 est faire d'office de sécurité générale pour Africa 7. Africa 7, c'est le regroupement des pays africains ayant comme un sexe. Donc, à présent, nous allons revenir dans le thème où on va spécialement parler de phishing, de spear phishing, de détection et contre-jeu. Donc, on va essayer de décortiquer les thèmes de long en large, parler des différentes variantes du phishing. Après, on va définir les méthodes qu'on peut utiliser pour reconnaître les phishing et puis comment réagir lorsqu'on est victime. Voilà, donc quand on parle de phishing et puis on voit hameçonnage, il ne faudrait pas que certains soient troublés. L'hameçonnage, c'est juste la traduction en français de phishing. Le terme phishing est plus employé, donc c'est pourquoi on a voulu le mettre dans la thématique. Donc, l'hameçonnage, en fait, c'est une technique, c'est une pratique où un attaquant, un cybercriminel, un fraudeur, se fait passer pour un tiers de confiance pour essayer quand même d'inciter une victime à fournir ses données, ses renseignements personnels. Donc, quand on parle de tiers de confiance, c'est peut-être une banque, une organisation étatique ou toute institution quand même qui se doit d'être crédible. Il y a le fraudeur qui se fait passer pour ce tiers de confiance-là pour essayer de récupérer des informations, des renseignements personnels chez une victime quand même. Donc, déjà, quand on parle de données personnelles, on a le nom, le prénom, l'adresse postale. Des identifiants de connexion. Vous avez des phishing qui sont effectués spécialement pour récupérer les identifiants de connexion de vos comptes de réseau, les comptes de réseaux sociaux. Les données bancaires, c'est carrément une donnée qui est plus demandée par les cybercriminels. Donc, leur phishing, eux, leurs tentatives d'hameçonnage sont plus centrées dans la réception de ces données bancaires, les RIB et les numéros de carte bancaire. Donc, à présent, nous allons parler des différentes variantes du phishing.
les différents canaux visuels qui sont utilisés pour véhiculer des messages de phishing. Donc déjà, le courriel de base, on sait tous que toutes les personnes qui ont quand même expérimenté le phishing, l'hameçonnage, ça, la base, c'est le courriel. Le courriel, un mail. Déjà, le mail est peut-être envoyé à plusieurs personnes. Vous avez des messages qui n'ont peut-être aucun rapport intéressant avec vous. Donc, vous voyez, fournir vos données. L'attaquant essaie de vous inciter à fournir vos données personnelles. Donc, le phishing de base, le phishing traditionnel, le phishing classique, qu'on connaît tous, c'est le courriel. Donc, l'engrenage offert, c'est le spear phishing, donc le phishing ciblé. Avant que l'attaquant ne vous envoie un message, il s'évertue à prendre le maximum d'informations sur vous. Donc, c'est des techniques qui disent souvent qui sont épaulées par de l'ingénierie sociale. Donc, l'attaquant peut peut-être passer par votre frère, passer par votre soeur ou passer par votre supérieur hiérarchique pour essayer quand même de vous soutirer les données personnelles. Donc, l'idée, au fait, c'est qu'il essaie de crédibiliser son message. Il essaie de crédibiliser vraiment son test, de rendre le taux de succès plus fort. Donc, dans ce contexte-là, le phishing ciblé, il y a de fortes chances quand même que la victime puisse fournir ses données personnelles. Donc, la manipulation de liens, c'est une technique, au fait, qui, pour ceux qui ont quand même l'habitude de rédiger, de faire de la rédaction de mails, il y a la possibilité de mettre, lorsque je vais définir un lien, de mettre un test en apparence et un test en arrière-plan. Donc, lorsque je mets un lien, je donne un exemple, par exemple, je fais https://www.google.com. C'est le test en apparence. Donc, je peux toutefois mettre un test, un lien de redirection en background. Donc, ce que l'attaquant fait, c'est qu'il va vous mettre un lien qui est normalement légitime, le lien de Google, qui est normalement légitime. Donc, il met un lien de redirection en background pour vous rediriger sur son site à lui, son faux site. Donc, vous croirez que vous êtes en train de naviguer sur le vrai site, bien, vous êtes en train de cliquer sur le bon site, mais l'attaquant essaie quand même de vous soutirer vos données sur un autre site qu'il a créé. Donc, les faux sites web, disons, c'est une variante de phishing, une variante de l'hameçonnage qui est assez courante ces temps-ci, qui a connu quand même une certaine recrudescence par les cybercriminels. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils dupliquent des sites existants. Donc, ils vont dupliquer des sites déjà légitimes qui existent, qui peut-être font des transactions bancaires. Le plus, c'est les demandes les plus vues. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous envoyer peut-être un lien là. Vous allez cliquer dessus. Vous croyez que vous êtes sur le vrai site parce qu'ils ont su dupliquer, ils ont su créer un faux site identique au site légitime. Vous êtes sur le site, vous fournissez vos données, croyant que vous les fournissez sur le vrai. Donc, c'est une technique qui est vraiment utilisée par les cybercriminels. Et une parenthèse peut-être, c'est qu'on a démantelé, donc on a contribué, lui, à contribuer au démantèlement d'un réseau de cybercriminels. Voilà, qui procédait avec ce type de phishing-là, où il créait des sites en ligne, des faux sites, on va dire, des sites de pouces en ligne pour attaquer les victimes. Donc, une autre technique, c'est la fraude du président. La fraude du président, c'est une technique, au fait, qui requiert quand même un certain niveau de compétence, parce qu'il fait recours à une certaine compromission de compte au préalable. Donc, déjà, vous recevez peut-être un mail de votre supérieur hiérarchique, de votre DG, qui vous incite au fait à faire des actions données, à faire une transaction par exemple, ou à aller initialiser des données ou des mots de passe. Donc, lorsque vous êtes dans cette poursuite-là, vous vous dites, bon, là, j'ai reçu un message de mon boss, donc je dois normalement réagir ainsi. Donc, c'est une fraude qui est un peu plus dans la gamme du spear phishing, de l'harponnage, qui marche dans le cas où le message est bien rédigé et lorsque c'est vraiment conçu. L'ingestion de contenu, au fait, c'est un type de phishing qui requiert aussi une certaine compétence technique où l'attaquant, ce qu'il fait, c'est qu'il va pirater un site existant, un site qui existe déjà, qui a l'air normalement légitime, il va le pirater et il va injecter son propre contenu à lui, son code malveillant qu'il va mettre dedans. Donc, vous allez sur ce site croyant que vous êtes sur le site légitime. Il va peut-être mettre une page de login, une page d'authentification. Vous allez normalement mettre vos données d'identification, votre nom, votre login et votre mot de passe. Donc, lorsque vous venez sur le site légitime, vous croyez que vous êtes sur le vrai site. Vous mettez vos données et ce qu'il fait en background, c'est qu'il va essayer de récupérer ces données et les utiliser à des fins frauduleuses. Donc, le malicieux offert, c'est une attaque qui est assez répandue où vous recevez des mails avec des pièces jointes.
des pièces jointes pour la plupart qui ont des extensions .pdf, .lz ou des documents Word normal. Donc, vous vous dites au fait que c'est peut-être des documents légitimes. Alors, ce que vous ne savez pas, même un document Word peut paraître à vue légitime, mais peut quand même contenir des virus. Donc, l'attaquant, ce qu'il va vous envoyer, c'est des maliciels, des documents qui ont l'air légitimes, mais qui ne le sont pas en réalité. Donc, qui en bac quand même des virus. Voilà. Donc, le fameux cas qu'on a, c'est les macro-virus, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, un autre type de phishing qui requiert aussi une certaine compétence technique, un cybercriminel ou un attel lambda ne peut pas le faire, c'est un phishing où on duplique des points d'accès. Donc, on va l'illustrer juste après. Vous avez peut-être l'habitude de vous connecter à un point d'accès, peut-être dans un restaurant, un point d'accès que je nomme Free Wi-Fi. Donc, vous avez l'habitude, quand vous allez au restaurant, de vous connecter à ce point d'accès précisément. Donc, un jour, vous allez vous connecter, il y a un attaquant qui vient, il crée un point d'accès identique à l'existant. Donc, il y a le même SSID, le même nom que Free Wi-Fi. Il déconnecte tous les utilisateurs du Free Wi-Fi légitime et vous voyez connecter à un Free Wi-Fi. Vous dites que c'est peut-être légitime, mais l'attaquant, ce qu'il fait en arrière-plan, c'est qu'il va essayer de vous fournir de fausses pages. Donc là, vous êtes connecté au Free Wi-Fi de l'attaquant. Vous allez peut-être sur Facebook Messenger ou Twitter. Croyant que vous êtes vraiment sur le site légitime de Twitter, mais vous êtes sur le Twitter de l'attaquant. Et directement, lorsque vous vous loguez, vous fournissez vos données, il va se charger quand même de les prendre et de les utiliser à des fins. Donc, pour l'illustrer rapidement, voilà, là, vous êtes dans un restaurant et vous avez un Wi-Fi qui s'appelle Free Wi-Fi. Donc, l'attaquant, il vient. Vous avez la victime qui a l'habitude de se connecter à Free Wi-Fi. L'attaquant vient. Il crée un Wi-Fi aussi qu'il appelle Free Wi-Fi. Il déconnecte tous les utilisateurs du Free Wi-Fi légitime. Vous voyez connecté au Free Wi-Fi existant, donc au Free Wi-Fi de l'attaquant. Vous allez peut-être vous loguer à des comptes de réseaux sociaux. Là, l'attaquant va essayer de prendre vos crêtes parce que vous êtes quand même sur son espace, vous êtes sur son réseau. Donc, il peut faire ce qu'il veut avec votre terminal. Donc, un autre type de phishing qu'on a, c'est un message que vous recevez de Facebook Messenger où on vous dit MTN Bénin offre 15 Go d'Internet, 15 Go d'Internet à tous ses abonnés, cliquez sur le lien. Donc, vous cliquez, vous êtes peut-être content, j'ai gagné 15 Go d'Internet. Vous cliquez, vous êtes redirigé sur une page de connexion. Là, toutes les personnes qui ne sont pas réellement concentrées, vous allez voir une page de login où vous êtes censé mettre votre email et votre mot de passe. Donc, si vous jetez un œil dans l'URL, vous allez voir que ce n'est réellement pas le domaine légitime de Facebook. C'est phishing-facebook.com qu'on a à ce niveau. Donc, l'attaquant, il s'est vertu à créer un domaine qui ressemble au domaine légitime de Facebook. Donc là, lorsque vous venez sur la page, vous vous loguez, croyant que vous êtes sur le Facebook légitime, sur le vrai, alors que vous n'êtes vraiment pas déçu. Donc, il est vraiment conseillé au fait de jeter constamment l'œil dans l'URL pour voir réellement si la page sur laquelle vous êtes ressemble réellement à la page normalement légitime. Donc, vous voyez l'attaquant qui récupère vos données personnelles. Donc, un autre cas, c'est pour la banque en ligne. Un type de phishing qui est assez prépondérant pour moi, qui a connu une certaine recrudescence avec l'arrivée des cybercriminels ou bien. Là, vous aviez le site de la BOA qui est boa-benin.com. Normalement, le site de la BOA, c'est censé être sur boa-benin.com. Il n'y a normalement pas de tiret. Donc, le cybercriminel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un faux site avec le même contenu que celui de la BOA et le même sur domaine qui ressemble à celui de la BOA. Donc, vous venez sur le site, vous croyez que vous êtes sur le site légitime de la BOA alors que vous n'êtes pas vraiment sur le site légitime de la BOA. Vous allez fournir vos données personnelles et l'attaquant, il va les récupérer. Simplement. Donc là, on a quand on parlait de maliciel dans les valeurs de phishing. Voilà un cas où vous recevez un document, une pièce jointe dans votre email. Et l'extension à la fin, c'est document.pdf.rz. Déjà là, c'est une extension, on va dire, suspecte parce que vous voyez juste un PDF. Un PDF ne peut pas avoir l'air d'un exécutable normalement. Donc, dans ce cas, l'attaquant, ce qu'il va faire, il va vous envoyer un malware, un virus que vous allez télécharger et puis infecter votre PC. Donc, comment reconnaître les phishing? Quelles sont les méthodes existantes pour reconnaître les phishing?
Donc, déjà, il faut jeter un coup d'œil à l'adresse de messagerie de l'expéditeur. Lorsque vous recevez un mail, jetez constamment des coups d'œil au niveau de l'adresse de messagerie. Donc, vous voyez, vous arrivez à peut-être avoir un mail, une box qui vous dit Netflix. Donc, le nom du mail, c'est Netflix. Mais quand vous jetez un coup d'œil à l'adresse source, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les domaines de Netflix. Vous apercevez un mail en format, par exemple, netflix.free.fr, ce qui n'est normalement pas censé être le domaine de Netflix. Donc, jetez constamment des coups d'œil dans l'adresse de messagerie pour voir si réellement c'est la source, si la source, vous la connaissez réellement, si ça fait partie de votre liste de contacts. Donc là, on a mis un exemple là où vous avez un domaine qui s'appelle entreprise.bg. Donc, je vais peut-être mettre le cas de 67.bg. Voilà, 67, c'est un domaine qui n'existe pas de distribution de maison. Vous voyez un mail contact@sister.bg. Donc, le mail légitime, c'est contact@sister.bg. Vous recevez un mail qui vient de 67@contact@67.com. .com, ce n'est pas censé être le domaine du vrai, de la vraie entreprise. Donc, pour recevoir ce mail-là, vraiment, jetez constamment des coups d'œil dans l'URL pour l'instant, l'adresse de messagerie pour voir si ça match avec votre liste de contacts. Le corps du test, vous aviez des corpus de tests qui sont un peu, on va dire, remplis de fautes d'orthographe. Déjà, les cybercriminels, cybercriminels ne peuvent faire tellement de fautes, mais lorsque vous recevez un mail, essayez quand même de lire complètement pour voir réellement si ça suit une certaine logique. Si vous voyez déjà trop de fautes, normalement, une organisation qui se respecte, déjà dans la rédaction de test, fera moins de fautes. Donc, si vous apercevez beaucoup de fautes déjà d'orthographe, de fautes de grammaire, de fautes de syntaxe, ou de maladresse linguistique, on dit par exemple, cher client, et on ne s'adresse pas directement à vous, il faudrait vraiment que ça vous intrigue et le suspecter comme message suspect ou message de phishing. Donc, les liens dans les courriels. Vous avez un lien, on l'a tout expliqué déjà, vous avez un lien qui vous vient. Il faut vraiment survoler le curseur dessus pour voir si le test en apparence est réellement le lien en bas, donc le lien de redirection. Donc, méfiez-vous des demandes étranges là pour dire vous allez peut-être recevoir des mails. La plupart des mails de phishing, c'est pour vous inciter à effectuer une certaine action. Peut-être on met un lien. Forcément, l'attaquant, s'il a fait, quand il finit sa rédaction, il va peut-être mettre un lien. Allez faire tel truc. Donc, pour les phishing courants, peut-être certains l'ont déjà utilisé ou sont déjà tombés dans les mails de l'attaquant où vous voyez un message où on dit vous avez peut-être gagné un smartphone, de fournir vos données personnelles. Donc, on fait une demande d'information pour qu'on envoie d'un cadeau. Donc, c'est déjà un phishing que vous devez normalement, vous êtes en mesure d'identifier. Donc, les mesures préventives, on va essayer quand même d'énumérer quelques mesures pour faire adopter pour éviter de vous faire pirater vos comptes. Donc, il ne faut jamais communiquer d'informations sensibles par messagerie ou par téléphone. Chaque entreprise a quand même un certain niveau de confidentialité. Il y a des messages qu'on peut laisser passer par mail, et il y en a qu'on ne peut pas laisser par mail. Donc, il faut vraiment instaurer ce procédé-là, ce processus-là dans votre entreprise. Donc, vous avez des messages qui sont censés normalement passer par mail et des messages qui ne sont pas censés normalement censés passer par mail. Donc, lorsqu'un attaquant vous écrit et qu'il vous demande peut-être des informations qui sont normalement classées confidentielles, là, vous suspectez déjà. Vous vous dites, bah, ça, c'est un message qui vient peut-être d'un attaquant d'un cybercriminel qui veut m'inciter à faire une action que je ne voulais pas. Donc, il faut vérifier l'adresse du site qui s'affiche sur votre navigateur. C'est un conseil, on va dire, primordial. Jetez constamment des coups d'œil dans l'URL pour voir si le site sur lequel vous êtes censé être est le site qui apparaît réellement dans l'URL. Donc, le cas qu'on a vu précédemment, c'est un site qui est censé être de facebook.com parce qu'il y a le format, il y a le login, le portail d'identification de Facebook. Mais quand vous jetez un coup d'œil dans l'URL, vous voyez phishing-facebook.com, ce qui n'est normalement pas censé être le domaine légitime de Facebook. Donc, vérifiez constamment l'adresse du site qui s'affiche dans votre navigateur pour voir si c'est normalement le site légitime. Donc, utilisez des mots de passe différents et complexes sur chaque site et application. C'est un conseil aussi primordial. Donc, dans ce cas-ci, lorsque l'attaquant va peut-être arriver à récupérer vos identifiants de connexion, il ne sera pas en mesure de se connecter sur tous les comptes que vous avez, sur tous les sites
sur lesquels vous allez prendre, qui sera peut-être cloisonné sur l'application de messagerie parce que vous avez un mot de passe différent pour chacun. Donc, il faut vraiment mettre ce conseil en pratique, avoir des mots de passe différents et complexes pour chacun. Question de limiter la propagation de l'attaque. Quatrième mesure, on va dire, il faut vérifier. Si le site sur lequel vous vous connectez vous offre cette fonctionnalité, il faut vérifier les dates et heures de connexion à votre compte. Donc là, c'est pour détecter si à un certain moment, un attaquant ne s'est pas connecté sur votre compte. Donc vous vérifiez les dates et heures de connexion, vous avez la liste des appareils qui se sont connectés à votre compte. Donc là, vous savez identifier réellement les appareils légitimes. Vous connaissez vos appareils, les appareils légitimes, les appareils qui sont demandés parce que c'est légitime. Donc, activer la double authentification pour sécuriser vos accès, c'est un conseil déjà. Tous les sites n'ont pas cette fonctionnalité. Même. Si vous avez un site qui a cette fonctionnalité, il faut réellement l'activer. Donc, activer la double authentification, ça revient à faire quoi? Vous définissez un second facteur d'authentification. Vous renseignez par exemple votre numéro de téléphone pour un second facteur. Donc, même si l'attaquant a peut-être pu récupérer vos identifiants de connexion, une fois qu'il va vouloir se loguer sur la plateforme, il y aura un message qui sera envoyé par OTP, par SMS ou fait court sur votre numéro de téléphone. Donc oui, vu qu'il n'a pas un téléphone en main, il ne pourra plus avancer. C'est déjà une mesure qui est vraiment importante qu'il faut vraiment mettre en pratique. Activer la double authentification si réellement le site sur lequel vous êtes vous permet cela. Donc, comment réagir lorsque vous êtes tombé dans les mailles de l'attaquant, l'attaquant a quand même récupérer vos identifiants de connexion? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le changer immédiatement. Donc, si vous remarquez que vous avez peut-être fourni vos identifiants de connexion sur un Facebook qui n'est réellement pas celui légitime, vous allez sur votre Facebook, vous vous connectez et vous changez vos identifiants immédiatement. Donc, si vos données peut-être ont été récupérées et sont utilisées à des fins pas très catholiques, vous pouvez déposer plainte déjà sur le site du BICT. On va peut-être envoyer le lien dans le chat pour s'envoyer une plainte. Vous déposez une plainte. Notre gouvernement actuel n'est pas comme société fond du fond. Donc, il faudrait que ça gars arrive à la qualité. Vous pourriez déposer une plainte. Donc, lorsque vous déposez la plainte, vous dites carrément, vous énoncez le procédé, comment l'attaquant a pu quand même, à quelle fin il utilise les données. Voilà. Donc, la conclusion, on va retenir le mot principal, c'est une citation, on va dire. La prudence est mère de sûreté. Jusqu'au dire qu'on a beau mettre les défenses techniques en place, il faut vraiment que vous soyez vigilant. Donc, il faut vraiment redoubler de vigilance. Les attaques de phishing, c'est des attaques qui ont une certaine recrudescence, donc qui sont réellement formatées vraiment dans une nouvelle forme. Vous allez voir à des attaques de phishing réellement qui n'existaient pas. Donc, il faut réellement actuellement redoubler de vigilance pour ne pas tomber entre les mailles de l'attaque. Voilà, nous sommes à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention. Donc, on est à la phase des questions. Pour ceux qui veulent bien sûr poser des questions, on vous écoute. Je passe la main au modérateur s'il est bien là pour recevoir les questions. Merci, monsieur Agosso. Merci pour votre présentation. Je résume rapidement que vous avez échangé avec nous sur le phishing et le spear phishing. Vous aviez expliqué ce que c'est que le phishing en donnant les différentes formes de variétés de phishing, de spear phishing. Vous avez échangé avec nous comment détecter un phishing, comment savoir qu'on est victime du phishing ou du spear phishing. Quelles sont les premières réactions, comment réagir quand on est déjà victime du spear phishing et qu'est-ce qu'il faut faire. Aussi, voilà, merci M. Agossou, mais je voudrais rapidement ajouter deux mots. Si vous devriez échanger par mail des informations sensibles avec un prestataire, avec un fournisseur, nous vous recommandons
de confirmer, d'accord, l'adresse mail ou de confirmer l'information par notre canal. Je donne simplement un exemple. Hein. J'imagine que vous avez l'habitude d'échanger avec un prestataire par mail et que vous devez faire une transaction. Et voilà. Et donc, avant de procéder à la transaction, appelez-le et confirmez que vous voulez envoyer l'information. Ou soit, si vous remarquez qu'il y a un changement brusque de compte sur lequel vous devez envoyer l'information, appelez votre prestataire ou fournisseur et confirmer l'information avant de procéder aux transactions. Donc, trouvez toujours notre contrôle supplémentaire pour pouvoir faire. Merci, M. Agossou, pour cet échange. Donc, nous allons aborder la phase de questions-réponses. Pour ceux qui veulent réagir, vous pouvez, comme je l'ai dit, poser vos questions dans le chat ou lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, j'ai déjà une question tout de suite, M. Agossou, de la part de M. Léandre, qui nous demande s'il est contraint de se connecter à un Wi-Fi public, quelles sont les dispositions à prendre pour éviter le piratage. Je ne sais pas si vous avez bien reçu, vous avez bien compris ma question, Oui. je reprends. Je lis exactement ce qu'il a écrit. Je suis contraint de me connecter à un Wi-Fi public. Quelles dispositions prendre pour éviter le piratage? D'accord. Donc, pour répondre rapidement. Oui, allez-y. Okay. Donc, déjà, quand vous parlez de contraintes, bon, je trouve ça un peu bizarre quand même, mais bon. Ce que je peux vous conseiller, vous ne pourriez pas savoir dans quel cas il y aura, et dans quel contexte un attaquant serait dans votre réseau, ne serait aussi connecté au point d'accès. Donc, au moment où il serait en train de créer son faux point d'accès, vous ne le sauriez pas. Donc, vous ne sauriez même pas si vous êtes sur le faux ou sur le vrai. Donc, le conseil que je pourrais déjà donner, c'est qu'il faut éviter, lorsque vous êtes sur un Wi-Fi public, de faire des opérations bancaires, par exemple. Donc, évitez peut-être de se loguer sur votre compte de réseau social, on va dire. Voilà. Donc, je pense que c'est un conseil que je peux déjà vous donner. Lorsque vous êtes sur un Wi-Fi public, il faut réellement éviter de faire des opérations quand même qui sont censées être sensibles. Parce que lorsque vous êtes dans ce contexte-là, il y a un attaquant qui peut facilement, vous ne saurez pas quand il est dans le réseau, vous ne saurez réellement pas. Il peut créer son point d'accès et définir des faux sites. Et un autre truc, ce que vous pouvez vérifier, c'est lorsque vous allez, il faut prendre le soin de vous connecter au site avec l'extension HTTPS, on va dire, qui sont en HTTPS. Donc, lorsque vous êtes dans un contexte où l'attaquant crée un faux point d'accès, il vous sert que des sites en HTTP. Des fois, lorsqu'il vous sert des sites en HTTPS, il faut confirmer le certificat. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut réellement prendre l'habitude de vous connecter à des sites en HTTPS lorsque vous êtes sur un Wi-Fi public. N'allez peut-être pas sur des sites en HTTP où la communication est en clair. Donc, c'est un conseil que je peux déjà vous donner. Est-ce que vous m'avez compris? Allô? Oui, merci, monsieur. Je vais le laisser. Allô, monsieur Léandre, vous avez la parole. Oui, bonsoir, monsieur Roland. Bonsoir, monsieur Léandre. Oui, bonsoir, monsieur Agossou. Bonsoir, monsieur. Merci pour la présentation et merci pour votre réponse. Je suis plus ou moins satisfait. Et si vous me permettez, je vais poser une deuxième question orale. En fait, je voudrais savoir, de par vos attributions, s'il arrivait que le compte Facebook d'un citoyen lambda soit piraté, est-ce qu'il a la possibilité de vous relayer cela pour que vous puissiez l'aider dans les dispositions à prendre pour contourner cela? Bien sûr. D'accord. Il peut déjà porter plainte sur le site du B6F. Donc, le lien a été envoyé dans le groupe, dans le chat. OK. Donc, si son compte a été piraté, il peut toutefois porter plainte. On fera le nécessaire pour le récupérer. D'accord. Merci beaucoup.
Oui, Monsieur Léandre, je voudrais apporter quelques éléments de réponse à cette question, quand bien même Monsieur Agosso a déjà répondu. Il faut reconnaître que parmi les attributions, les missions du BGCSOT, il y a aussi la cybercriminalité. Et donc, quand vous êtes, si votre compte est piraté, frauduleuses qui sont effectuées à partir de votre compte ou vous n'avez plus accès à votre compte, quel que soit le compte sur Internet, LinkedIn, il suffit de saisir le BGC7, de saisir l'ANSSI. Ouais, donc ça fait nous derrière l'équipe en charge de faire les intégrations numériques, prendra le dossier très, très rapidement, va faire le nécessaire, va vous contacter, mener l'enquête jusqu'à ce que votre compte soit, jusqu'à satisfaction de votre requête. Et ça, on peut vous garantir que c'est notre quotidien, nous le faisions très, très bien. Et voilà. Merci beaucoup. Les personnes publiques. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Alors, nous allons laisser la parole à M. Sissi. Monsieur Léon peut baisser la main. Le micro. Allô, Monsieur Arafat, si vous êtes avec nous, vous nous recevez? Monsieur Lassisi? En attendant que Monsieur Lassisi ne nous rejoigne, s'il y a d'autres questions. Monsieur Agossou, bon, en attendant que Monsieur Lassisi réponde, apparemment, vous avez été tellement clair. Mais moi, j'ai une question pour vous, celle de Monsieur Léandre, sa première question. On suppose que je suis en voyage, d'accord? Vous savez que quand on est en voyage, on a des contraintes de connexion et limitées. C'est peut-être l'accès au Wi-Fi de l'hôtel qu'il faut forcément accéder pour pouvoir communiquer avant de prendre la disposition peut-être nécessaire pour payer une SIM dans le pays destinataire ou d'une manière ou d'une autre, il faut pour pouvoir avoir accès à Internet. Mais de toutes les façons, quand on est en voyage, le moyen le plus facile pour communiquer, c'est à travers je dirais, les outils, les logiciels de messagerie instantanée. Je veux citer WhatsApp, Messenger, et j'en passe. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais si je suis dans un hôtel et que vous nous recommandez de ne pas utiliser le wifi public? Voilà que je suis en voyage et je suis dans un hôtel. Quelles dispositions dois-je prendre à me faire pirater pour que mes données sensibles ne soient pas... D'accord, merci M. Roland. Bon, je pensais avoir été clair dessus. Donc, je vais peut-être reprendre. Il faut pouvoir faire des consensus. Donc, en matière de sécurité, si réellement vos données vous tiennent à cœur, il faut pouvoir faire des consensus. Lorsque vous êtes sur un réseau qui est public, il faut toujours vous attendre à ce que l'attaquant vienne et peut-être créer un faux point d'accès. Vous ne pourriez pas l'identifier. Lorsqu'il crée le point d'accès, ce serait identique. Peut-être la mesure sera au niveau de ceux qui mettent en place, qui vont peut-être mettre en place le point d'accès légitime pour éviter quand même qu'il y ait des connexions. Parce que lorsque l'attaquant vient dans le réseau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un point d'accès existant, un point d'accès, une copie parfaite du point d'accès existant. Donc, il va déconnecter tous les utilisateurs du point d'accès légitime. Donc, il y a une certaine mesure que la personne qui met le point d'accès légitime peut peut-être mettre en place pour éviter quand même que l'attaquant puisse réussir à déconnecter toutes les personnes qui sont connectées au point d'accès légitime.
Sinon, ce que vous pouvez faire déjà à votre niveau, c'est d'éviter de vous connecter, bien de faire des opérations bancaires lorsque vous êtes sur un point Wi-Fi public. Parce que vous ne pouvez jamais savoir quand est-ce que l'attaquant a créé un faux point d'accès pour récupérer vos identifiants de connexion. L'autre astuce que j'ai donnée, c'est de vous habituer à vous connecter au site en HTTPS. Donc, pourquoi? Parce qu'un attaquant qui crée un faux point d'accès, il va mettre en place des sites. Et la plupart de ces sites ne sont pas en HTTPS, c'est des sites qui sont souvent en HTTP pour pouvoir récupérer facilement vos identifiants. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous êtes peut-être sur un Wi-Fi public. Il faut vous habituer à vous connecter peut-être aussi en HTTPS et d'éviter de faire des transactions bancaires. Donc, je pense que c'est déjà la réponse que je peux vous donner. J'espère que ça va vous satisfaire. D'accord, monsieur Agosso. Je laisse la parole à monsieur Ousmane qui a levé la main, s'il est toujours avec nous. Oui, monsieur Roland, je suis avec vous. Et merci beaucoup pour la présentation. C'est vrai, je n'ai pas pu suivre correctement la présentation et ma question est de savoir si à la fin de la séance, on pourrait avoir la présentation afin de mieux se faire une idée là-dessus. Merci beaucoup. Oui, je vais peut-être laisser le modérateur répondre à cette question. Bien sûr, vous pouvez avoir la présentation. On va se débrouiller pour le mettre à votre disposition. Déjà, on a un site YouTube, pour ceux qui ne le connaissent pas, un site Bénin, où on met toutes nos publications, tous les webinaires. Donc, déjà, lorsque vous allez sur cette page YouTube-là, vous aurez accès à toutes les présentations, même les présentations précédentes. Merci. D'accord. Merci, monsieur Agossou. Avant de poser la question de monsieur Lassisi, qui était toujours avec nous, nous le remercions. Il y a eu un apport. Excusez-moi, j'espère que c'est madame ou je ne sais pas. Je crois que c'est madame. C'est madame. Madame qui disait que, enfin, il remercie monsieur Agossou. Il voulait juste ajouter que, en ce qui concerne les échanges, s'il y a des documents confidentiels à échanger, on peut utiliser le conteneur Z pour chiffrer le contenu. Alors, une question de monsieur il veut juste savoir quelle est la différence entre le phishing et le spear phishing. Donc, apparemment, lors de la présentation, monsieur Agossou n'avait pas. Je peux répondre. Et de manière claire, oui, allez-y. La différence entre le phishing et le spear phishing. Le phishing, en fait, c'est une attaque une pratique, une technique où un attaquant ou un cybercriminel essaie quand même de se passer pour un tiers de confiance, une organisation donnée pour essayer de récupérer vos données, vos renseignements personnels. Le spear phishing, c'est un type de phishing. C'est le phishing ciblé. C'est que l'attaquant ne va pas juste s'évertuer ou bien juste s'atteler à vous envoyer un email, mais avant de vous l'envoyer, il va prendre des informations supplémentaires sur vous. Vous voyez, la plupart des mails de phishing qu'on reçoit, qui sont peut-être classés dans les spams, c'est des mails qui sont envoyés à plusieurs personnes simultanément, quitte à ce que quelqu'un morde à l'hameçon. Déjà, phishing, c'est hameçonnage. Donc, on envoie la maille, peut-être dans l'autre, question de récupérer des poissons. Mais lorsque vous êtes dans le cas du spear phishing, le spear phishing, c'est l'hameçonnage. On se concentre juste sur un seul individu. Donc, c'est un phishing qui est vraiment ciblé. Le message est parti pour juste joindre une seule personne. Le phishing, c'est plusieurs emails, plusieurs personnes au même moment, mais le spear phishing, c'est juste une personne à la fois. Voilà. Allô? Monsieur Agossou, donc le spear phishing, il faut retenir que c'est vraiment personnalisé, c'est mais personnalisé, qui est beaucoup plus technique. Ça permet l'attaquant à créer de faux domaines ressemblant au domaine légitime des personnes qui échangent ou ou de la victime. Ça permet de l'amener à prendre contrôle de son serveur de mail. Donc, ça nécessite beaucoup plus de techniques un peu plus avancées que le phishing qui cible mail. Alors, Monsieur Léandre a encore la main levée, si je ne me trompe.
Oui, oui, monsieur Roland. Oui, vous avez la parole. Je voudrais revenir sur votre question qui rejoint ma première question pour demander ceci. En fait, on a souvent des informations par rapport à des VPN, des applications qui font office de VPN qu'on peut installer sur nos smartphones en vue de sécuriser notre connexion sur Internet. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut aussi être un moyen pour éviter le type d'attaque dont nous parlons actuellement? Donc, le type d'attaque dont vous parlez, c'est au niveau du jumeau maléfique sans fil. Là où on crée des faux points d'accès. Le cas actuel, le phishing, la collecte des données à travers nos ordinateurs, nos smartphones, à notre insu, est-ce que si éventuellement je suis avec un VPN et que j'ai cliqué sur un lien qui devait me soutirer des informations, est-ce que ça me protège? Déjà, non. Voilà. Non, ça n'a pas rapport. Déjà, le VPN, c'est juste un réseau que vous créez déjà à partir de votre connexion, à partir de la connexion de l'opérateur avec un site distant, donc une connexion sécurisée. Déjà, ça ne vous empêche pas de naviguer. Vous pouvez naviguer, vous pouvez aller sur les sites. Parce que vous cliquez sur un site ou sur un lien malveillant, vous êtes redirigé sur le domaine de la data. Donc, ça n'empêche rien, rien du tout. D'accord, merci beaucoup. Allô? Allô, vous me recevez? Je disais que monsieur Léon peut baisser la main s'il y a plus de... Alors, je pense que nous... Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore... Est-ce qu'il y a... Si vous permettez. Allô, M. Agossou? Déjà, je voudrais remercier mademoiselle Annie Pédi pour son apport, parce qu'elle a évoqué un outil qui est vraiment intéressant, qui peut quand même aider à chiffrer le contenu des mails. Je voudrais juste la remercier pour ça. Ok, d'accord. Merci, M. Agossou. Abakou, vous avez la parole. Oui, oui, bonsoir à vous. Je vous remercie pour la présentation. Bon, j'aimerais plutôt intervenir par rapport au dernier intervenant qui a parlé de VPN. Oui, j'aimerais savoir, à ce niveau-là, aujourd'hui maintenant, il faut beaucoup faire attention aux VPN que nous trouvons et nous téléchargeons. Dans la présentation, vous avez parlé de l'interception des paquets sur un réseau, c'est-à-dire, je ne suis pas maintenant dans un hôtel, je suis en train d'envoyer des données, et puis il y a quelqu'un qui peut intercepter ces données-là et l'utiliser à des fins. Est-ce que le VPN, aujourd'hui, tout le monde en parle et les gens, bon, ils font confiance avec ça. Quand on dit VPN, c'est aussi un réseau privé qu'on crée. Toutes nos données que nous faisons, comment on va dire, nous transitons par le VPN, passe par un serveur intermédiaire. Est-ce que ces personnes-là aussi, s'ils ne sont pas des gens de confiance, peuvent ne pas utiliser nos données à des fins maléfiques? Donc, j'aimerais savoir, est-ce que le VPN tel que c'est conçu, c'est aussi sécurisé pour dire que quand je suis dans le VPN, j'ai l'anonymat, ou bien on peut se servir du VPN également pour faire du phishing également tel que nous sommes en train de dire. Parce que quand tu vas sur Play Store, il y a plein d'applications de VPN qui sont dessus. Est-ce qu'on peut faire confiance parce que c'est juste un VPN et y aller? C'est ma question. OK. Déjà, non, il ne faut vraiment pas faire confiance au VPN parce que vous n'aviez pas du tout idée de la source. Des fois, surtout les applications, on va dire Android, pour la plupart, c'est peut-être un appel lambda ou un individu lambda qui code
sont soi-disant VPN. Donc, lorsque vous vous connectez à ce VPN, l'individu log tout votre trafic. Donc, toutes vos connexions passent par lui. Donc, il peut toutefois, en les analysant, retrouver vos identifiants de connexion. Donc, il faut vraiment faire attention au type de VPN que vous utilisez. Il y en a qui sont quand même certifiés, je vais dire, qui suivent quand même une certaine norme. Je vais peut-être donner l'exemple de Proton VPN. C'est un VPN qui n'est pas mal en matière de sécurité, qui a quand même des clauses données. Donc, tout de même, ne faites pas confiance à tous les VPN. VPN, c'est juste créer, comme vous l'avez dit, créer un réseau virtuel, il y a des serveurs intermédiaires. Donc, on peut toutefois récupérer vos données en les analysant. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, M. Agosu. Vous avez apporté la réponse à la question, mais je voudrais aussi deux éléments rapidement. C'est pour dire que quand vous voulez utiliser une veille technologique sur la solution, quel pays, qui sont ceux qui l'utilisent, est-ce que c'est une solution très utilisée, est-ce que c'est une solution récente, est-ce que c'est utilisé, faites vraiment de recherches autour de la solution, demandez à ceux qui s'y connaissent en la matière avant de pouvoir souscrire à une solution ou payer une solution. Parce qu'aujourd'hui, toutes les applications qui sont sur les App Store ne sont pas forcément des applications sécurisées. Même s'il y a des contrôles qui sont quand même mis en place pour avoir le déploiement de la force sécurisée à 100%. J'ai une question, je crois. J'ai devant moi pour M. Agosu. Bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Une de mes de prévention les plus importantes que j'ai retenues est de s'assurer que le site sur lequel on est soit toujours en HTTPS. Arrive-t-il que des attaquants aillent jusqu'à se faire par les autorités? La question a été posée par M. Gabriel. Donc, M. Agosu, est-ce qu'il y a des sites, en d'autres termes? Donc, je peux répondre là? Oui, allez-y. Déjà, merci M. Agosu pour votre question. Ça a l'air assez pertinent. Donc, déjà, je voudrais qu'on fasse une petite nuance. Le cas où je parlais de... Donc, moi, en général, il faut prendre l'habitude de se connecter en HTTPS. Donc, le cas où je parlais plus, c'était plus pour les réseaux maléfiques sans fil. Les attaques de phishing où on duplique un point d'accès, où on essaie de récupérer des informations. Donc là, pour que l'attaquant puisse mettre en place un site HTTPS déjà en local, on va dire, c'est pas évident parce que il faudrait qu'il auto-signe son certificat. Donc, je pense que vous avez l'air d'être un peu plus technique, donc je vais vous répondre un peu techniquement. Donc, quand on parle d'auto-signer un certificat, c'est que vous n'avez pas la possibilité de faire signer par une autorité de certification parce que vous êtes en train de travailler peut-être en local, en environnement de développement, vous faites tout. Donc, le certificat que vous utilisez est auto-signé. Donc, lorsque vous allez, vous êtes sur un point d'accès, un faux point d'accès, et que vous allez peut-être sur le site de Facebook, Facebook est censé être en HTTPS.com. L'attaquant se cherche et il s'arrange quand même pour vous créer un certificat en auto-signé, donc un certificat qui n'a pas l'air signé. Donc, lorsque vous allez sur son site là, vous allez constater qu'il y aura un warning qui vous dira que le site, la certification que le site utilise n'est pas la vraie certification, soit il y a un souci au niveau de la certification. Déjà là, ça peut vous s'intriguer et ça devrait vous mettre tout ça dans le... C'est réellement la raison pour laquelle je disais d'avoir l'habitude de prendre l'habitude de vous connecter au site en HTTPS. Après ça, pour répondre à votre question de manière générale, il y a des attaquants qui quand même arrivent à avoir des sites en HTTPS. Donc, un exemple, c'est sur le cas qu'on a traité récemment, c'était un site de bourse que l'attaquant a créé, mais c'était en HTTPS. Lorsque vous allez prendre le certificat pour sécuriser votre site, on ne va vraiment pas vous demander des informations vraiment sur le contenu de votre page. Donc,
les attaquants, il y a bien sûr des attaquants qui se font auto-signer, qui se font authentifier par des autorités de certification SPPS. Voilà. J'espère que... Okay. Merci, M. Agossou. Je résume. Hein. Le site en HTTPS ne veut pas que le site n'est pas forcément un site d'ANAC, mais veut dire que la transmission, vos données qui sont en transit sont confidentielles, sont chiffrées lors du transit. Maintenant, quand on veut, comme il a dit, quand on veut faire un hébergement, l'hébergeur ne va pas vous demander le contenu de votre site. Vous pouvez héberger, prendre le certificat sur votre site pour que le protocole HTTPS soit utilisé sur votre site. Et alors que ce site appartenant à un attaquant est quand même un site malveillant. Donc, en plus de ce contrôle, comme il a su bien dire dans sa conclusion, seule la vigilance peut mieux nous aider à lutter contre ces attaques, ces cybermenaces qui rôdent autour de nous. Alors, merci. Nous venons de faire 1 heure exactement ensemble. Nous avions échangé autour du thème phishing et le phishing, détection et contre-mesures. Vous étiez très, très nombreux à participer. Vos questions, vos apports ont été très enrichissants. Nous vous remercions et nous vous prions encore de prendre le rendez-vous dans 2 semaines. Monsieur Agossou, votre mot de fin. Bon, déjà, le mot de fin, je pense que ça se trouve dans la conclusion. Et peut-être revenir dessus, ceux qui n'avaient pas vu. Donc, la prudence est mère de sûreté. C'est une citation qui veut juste dire qu'il faut redoubler de vigilance. Il faut vraiment être vigilant. Si réellement vos données vous tiennent à cœur, redoubler de vigilance. Surtout quand vous naviguez sur Internet, il faut avoir, pas les manières, mais il faut vraiment jeter des coups d'œil. En tout cas, vous ne savez réellement pas quand est-ce qu'un attaquant peut vous cibler, vous targeter. Il faut vraiment appliquer déjà les règles qu'on a énumérées, qui peuvent quand même vous assurer une certaine protection, qui peuvent quand même vous aider à vous éloigner des mailles de l'hameçonnage. Merci. Merci, M. Agossou. Merci à chacun de vous. Nous sommes à la fin de notre présentation. On se donne rendez-vous le jeudi dans 2 semaines pour échanger autour du code du numérique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, le Bénin est doté désormais d'une loi portant sur le code du numérique. Qu'est-ce qui est contenu dans ce document? On en parle, mais tout le monde n'a pas forcément l'information ou la bonne information. Le jeudi, dans 2 semaines, on va parler autour de cela. Merci, à bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci.